C'est le troisième accrochage depuis le début de l'expo qui a commencé en septembre. Et là, il s'agit de Retour de Moria, une exposition qui parle des migrants, pour résumer. Parce que c'est important pour nous, donc notamment avec Nathalie Bardou, ici présente, qui est photographe, avec qui nous sommes allés en février 2020 à Lesbos, à Moria, dans le camp de Moria. Et on avait promis aux migrants, il y a plein de tableaux d'artistes migrants qu'on a ramenés pour pouvoir les exposer. Et on n'a jamais pu le faire, on n'a pas pu tenir notre promesse parce qu'il y a eu le confinement. Et depuis donc février 2020, c'est la première fois qu'on peut montrer leur travail. Donc on est super fiers. J'aime les livres, et j'aime les lire, mais pas depuis toujours. Jusqu'à mon arrivée en France, je leur tournais le dos. Ils n'avaient que peu d'intérêt à mes yeux. Pire, ils rimaient avec école, obligation, devoir et sanction. En découvrant la littérature française, ce jour où mes pas m'ont conduit au cimetière du Père Lachaise, j'ai soulevé le voile qui me cachait la beauté du monde. Depuis lors, j'ai toujours un livre à portée de main, comme un ami, prêt à me chuchoter quelques mots rassurants, venu briser ma solitude. Tourner les pages, c'est avoir accès à la douceur de la nature. Les livres tracent mon chemin en guidant mon imagination vers de beaux horizons. Ils font dorénavant partie de mon voyage autant que la lumière par la fenêtre et le sourire dans la vie. Il est vrai que les nuages assombrissent régulièrement mon ciel. Mais quand j'ouvre un livre, un rayon de soleil illumine mon cœur. Les livres m'apprennent à apprivoiser le chagrin, à éclairer l'obscurité de mes pensées. Ces dernières années, la réalité de ma vie demeura celle d'un réfugié. Je ne mangeais pas toujours à ma faim. Il m'arrivait de passer la semaine avec un frigidaire vide, ou de ne manger que des pâtes à tous les repas. Je perdais parfois des journées entières derrière un guichet pour un document administratif. J'étais dévasté par les mauvaises nouvelles qui venaient de mon pays, souvent blessé par les moqueries des gens qui pensaient que je perdais mon temps à vouloir écrire en français. Malgré tous ces moments difficiles, je me nourrissais d'espoir et pensais à Lao Tzu, philosophe chinois affirmant « Il est plus intelligent d'allumer une toute petite lampe que de se plaindre dans l'obscurité. » Ou encore à Albert Camus, luttant et arrivant au sommet de la gloire malgré la tuberculose, sans oublier ce cher Jacques Brel, naviguant et volant au-dessus de l'immensité bleue de l'océan Pacifique, bien qu'atteint d'un cancer. Tous ces parcours me bouleversaient et me donnaient une force invincible pour avancer dans la vie. Cette passion pour la littérature m'amena à dévorer les poèmes de Charles Baudelaire, les œuvres de Victor Hugo, Balzac et d'autres encore. Je notais que, comme un collectionneur, les mots qui me touchaient. Je les dégustais dans leur contexte, et puis j'essayais de les faire voyager ailleurs. Je les laissais me guider pour construire des phrases et exprimer les sentiments enfouis au fond de mon cœur. Tel un tisserand, jour après jour, patiemment, ma collection de mots devenait des morceaux de texte. Corrigés par mes amis relecteurs, il ne m'en restait en général que la moitié, mais je ne me décourageais pas. J'apprenais la langue française, et chaque soir je partageais mes insomnies avec la consonance de ces nouvelles phrases qui, au cœur de mes journées noires, étaient une chaleur douce et apaisante. Puis un jour, au bout de ces 3 années de vie en France, naquit un livre, mon livre. Paris que j'aime.
J'aime ma patrie, je l'aime infiniment. J'ai grandi dans sa robe et j'y ai des souvenirs doux et amers. J'aime aussi la Belgique, car elle a donné naissance à Jacques Brel. Elle m'a offert ma première famille européenne et une de mes meilleures amies y habite. Mais j'aime la France. J'y suis arrivé en septembre 2017. Les poches vides, le corps fatigué, le cœur blessé, mes désirs envolés. J'ai passé des jours et des nuits dans les rues, dans les parcs ou dans les gares. Je voulais une vie calme, normale, en paix. Mais les obstacles m'enveloppaient comme un manteau lourd à porter. Je ne savais rien sur ce pays, sauf que Paris en était la capitale, que ses habitants parlaient français, et que Napoléon Bonaparte en avait été l'empereur. J'ai passé plus de 3 semaines à Jaurès, devant la porte de l'office, chargé de l'enregistrement des demandeurs d'asile, à attendre avec plus de 200 réfugiés. Certaines nuits, j'ai été victime de la violence, car ils se battaient pour être au premier rang. La police arrivait alors pour nous calmer en utilisant du gaz lacrymogène. Mes yeux qui cherchaient un sourire pleuraient, et ma gorge dont j'aurais voulu faire sortir des mots aimables toussait. J'étais crispé et j'avais la tristesse au bord des lèvres. Dans ces moments de misère, le souvenir du bonheur est une souffrance profonde. Dans la journée, je marchais confus, au hasard des rues, comme si j'allais suivre une jolie fille sans savoir où elle allait. De place en place, des cafés pleins de monde débordaient sur le trottoir, étalant leur clientèle sous le soleil ou sous un haut vent au moment de la pluie. Devant eux, sur de petites tables carrées ou rondes, les verres contenaient des liquides rouges, jaunes, bruns, de toutes les nuances, et dans les seaux à glace, je voyais les petits cubes qui refroidissaient les bouteilles. Je sentais ma gorge sèche et, à ce moment-là, je pensais à la sensation délicieuse d'une boisson fraîche coulant dans ma bouche. Mais quand je tâtais mes poches, elle me répondait « Laisse tomber ». Les gens installés au café détournaient la tête, croyant que j'étais un mendiant ou un voleur. En réalité, je cherchais simplement un coin pour m'asseoir et je regardais tout ce monde se croiser, marcher et courir. J'avais envie de parler et de sourire, mais il n'y avait personne pour m'entendre. J'étais fatigué, physiquement et mentalement. Fatigué de devoir marcher dans les rues et d'être seul comme un moineau sous la pluie, livré au vent. Je priais la tête dans les mains, mon front brûlant voulait éclater. Et moi continuais de vibrer ce désir de rencontre inassouvi, et les images de la vie quotidienne me décevaient. Lorsque je trouvais un banc, je m'y allongeais pour dormir, couché sur le dos, la tête posée sur mon sac, les mains croisées sur ma poitrine et les jambes ramenées à moi. Mais mon sommeil était interrompu par les douleurs de mon corps et les préoccupations de mon cœur. Malheureusement, je n'avais de contrôle ni sur les unes, ni sur les autres. La peur était toujours présente et la souffrance m'avait pris dans ses bras. Alors que j'étais au milieu des gens, seul, mes lèvres qui souriaient ne parvenaient à dérider mon cœur qui pleurait. Comment pouvait-il en être autrement? Mon rire était fané, mes yeux étaient teintés de chagrin, des larmes silencieuses coulaient et arrosaient mon âme presque morte. Quand il m'arrivait de recevoir un peu d'aide financièrement d'un ami ou d'un cousin, je ne parvenais pas à m'en réjouir car je restais submergé par les tempêtes de la mélancolie. Je ne voulais pas être un fardeau. Je ne voulais pas être une feuille séchée au printemps. Je voulais tenir sur mes propres jambes. Mais comment? J'avais passé assez de temps à marcher dans les montagnes et les déserts, sous un soleil ardent qui me brûlait la peau et me faisait souffrir de la soif. Là où mes vêtements avaient été salis et mon unique paire de chaussures était devenue une seconde peau. Là où je sentais mes orteils serrés, collés, enfermés,
dans une paire de souliers que mes pieds n'avaient pas quitté même une seconde durant des jours et des nuits. Là où mon visage était couvert de poussière, j'avais l'impression de manger de la terre. Ça croquait sous mes dents. Là où mes cheveux étaient de petites baguettes dressées sur ma tête qui me grattaient. En attendant, dans les forêts, inquiet et envahi par la peur, durant des nuits froides et sombres, je n'avais que la faim et la fatigue pour compagne. Là où dans le noir, les bruits paraissaient étranges et effrayants, animaux, oiseaux et insectes, tous me semblaient porter le masque de l'ennemi. En séjournant dans les prisons, désespéré, le cœur brisé, dans des conditions pénibles, violentes, inhumaines, je n'avais pour seul horizon que des barbelés qui montaient vers le ciel. Là où tous les jours je recevais une nourriture avariée. Mais passer une nuit à Jaurès me coûtait plus que toutes les difficultés rencontrées en chemin. Des larmes amères mouillaient mes paupières et ne me soulageaient pas. Je voulais hurler. J'étais fatigué de n'avoir jamais un ami à qui parler. Il n'y avait personne pour remarquer ma tristesse, ma douleur, mes émotions, mais toujours du monde pour remarquer mes faux pas. Un après-midi, alors que le soleil brillait, que les couples se promenaient main dans la main et s'embrassaient sous le ciel bleu, je suis arrivé dans un parc désappointé et affamé. Je me suis assis sous un arbre, les mains autour des genoux. Mes paupières devenaient lourdes, mais mon état anxieux m'empêchait de dormir. Plus tard, l'obscurité a remplacé l'éclat de la journée. La lune était cachée derrière un gros nuage. L'air tiède de la nuit arrivait par souffle léger, souffle de velours, et m'apportait un parfum de fleurs d'herbe. C'était comme une caresse. Je buvais cet air si bon, les yeux fermés et mon cœur appréciait cette parenthèse. Un profond sommeil m'envahit, sac dans les bras et dos à l'arbre. Au bout d'un moment, je me suis trouvé assis au bord d'une piscine, les pieds pendant au-dessus du bassin. Devant moi, une jolie fille blonde nageait avec bonheur, fouettée par l'eau, soulevée à chaque brasse, comme si elle allait s'élancer hors de la piscine. Mon regard curieux la suivait. Mais elle ralentit son allure, puis, se tournant brusquement, elle a fait la planche, les bras croisés, les yeux ouverts vers moi. Je regardais la ligne onduleuse de son corps, ses longs cheveux flottants, ses seins de belle taille recouverts d'un joli maillot, le ventre doucement soulevé, la cuisse un peu noyée et les pieds qui émergeaient légèrement. Mes yeux étaient éblouis, je haletais d'émotion. Soudain, un homme a sauté, éclaboussant mon visage. J'ai sursauté et retrouvé la réalité. Il pleuvait et j'avais froid. Emmitouflé, tremblant contre mon sac, mon état mélancolique m'avait même empêché de voir la couleur de son maillot. Est-ce que mon rêve était en noir et blanc? Je souffrais mille morts de me voir dans ces conditions. J'étais seul dans une cage et les gens autour de moi m'ignoraient. J'étais en vie, mais je ne vivais pas. Aucun mot ne pouvait sortir de ma bouche et je me sentais triste. J'aurais pourtant aimé être la photographe qui dit aux gens « Souriez ». Lorsqu'un matin de décembre bien froid, je suis entré sans le vouloir dans un lieu fascinant où des chemins en étoiles parsemés de pierres mystérieuses invitent au voyage, un cimetière. Il neigeait depuis la veille. C'était le calme de la solitude des morts reposant dans la terre. Les allées étaient blanches, sans aucune trace. Les arbres, dans un mouvement religieux de respect, avaient leur tête baissée au-dessus des tombeaux. Par moments, un paquet de neige tombait bruyamment d'une branche, et rien ne bougeait plus. Un silence absolu régnait. Je n'aurais jamais pu imaginer un cimetière aussi beau dans lequel chaque tombe serait une source d'inspiration et le début d'une aventure.
Je me rappelais aussitôt maman qui me disait « Chaque fois que tu vois une tombe, n'oublie pas de prier, car un jour tu seras là et les gens passeront en te saluant. » Je marchais lentement, en murmurant dans ma langue maternelle. Je m'adressais aux morts en demandant à Dieu de pardonner leurs péchés et de leur donner le repos éternel. Je riais aussi en leur disant que je ne savais pas s'ils avaient cru en Dieu et que je priais pour eux, comme je l'aurais fait pour des proches, en leur souhaitant au paradis la réalisation de leurs rêves. Je ne savais pas que les grands écrivains, poètes, musiciens, chanteurs, compositeurs, acteurs, comédiens, réalisateurs et philosophes dormaient là, au cimetière du Père-Lachaise, mais je l'ai appris plus tard. Je continuais à marcher. Un sentiment doux et paisible m'envahissait. J'oubliais mon nez enrhumé, mes oreilles glacées et la pointe de mes pieds engourdis. Chaque dalle de marbre attirait mes yeux et clouait mes pensées de son mystère. De chaque pierre émanait une mélodie qui me faisait entendre la musique de la vie. Pas à pas, je me baignais dans un océan de lumière qui me donnait la force du pardon et de l'espérance. J'étais bouleversé devant ce chant de merveille. Des mots en forme de poème vibraient sur mes lèvres. Au bout d'un moment, j'ai vu au-dessus d'une tombe au buste magnifique avec gravé sur le socle le nom d'Honoré de Balzac. Curieux, je me suis assis pour interroger Internet sur mon portable et en savoir davantage sur ce personnage important. Honoré de Balzac était un écrivain français, romancier, dramaturge, critique littéraire, critique d'art, essayiste, journaliste et imprimeur. Il a laissé l'une des plus imposantes œuvres romanesques de la littérature française, avec plus de 90 romans et de nouvelles. Il est un maître du roman français. Je lisais avec grande attention. Un rayon de soleil a fait son apparition et a commencé à réchauffer mes épaules. J'ai cru entendre une voix qui montait de ce jardin de fantômes et répondait à toutes mes questions. Un miracle était en train de se réaliser. Quelque chose de vraiment extraordinaire se passait en moi et mit fin à mon désespoir. C'était une sorte d'étonnement étrange que je n'oublierai jamais. À partir de ce moment-là, j'ai construit une relation indéfectible avec les cimetières et je me suis connecté à un monde jusque-là inconnu. J'y allais très souvent, j'y vais toujours et j'irai encore pour rechercher la paix et la consolation. Les morts ne sont plus muets. Ils me parlent avec leurs merveilleux poèmes, le chant de leurs quatrains, la mesure de leurs alexandrins, le rythme de leurs vers, le souffle de leurs textes. C'est auprès d'eux que j'ai trouvé une motivation extrême. Ce sont eux qui m'ont donné envie d'apprendre la langue française, la langue de l'amour et de la paix, la langue de Molière. C'est ainsi que j'ai décidé d'approcher de la culture française, la vie des artistes et l'histoire de la France. Quelque temps plus tard, j'ai rencontré une association à Paris qui m'a aidé dans cet apprentissage. Grâce à un programme spécial, j'ai pu être logé pendant 9 mois chez des Français en famille. Le respect et la gentillesse de ces personnes m'ont offert que ces personnes m'ont offert sont l'un des plus précieux cadeaux de ma vie. Nous avons passé ensemble des moments magnifiques et inoubliables. Humanité, fidélité, joie. Un seul de ces moments suffirait à décrire mes sentiments. C'est le jour où je suis entré dans une maison. J'ai vu une femme m'accueillir les bras ouverts avec le même sourire éclatant que celui de ma mère, en même temps que me parvenait la bonne odeur d'une tarte aux pommes et aux poires. Tout n'était que douceur et paix. Je suis heureux d'avoir fait la connaissance de ces personnes qui ont eu la bonté de soulager mes peines et de me consoler. Je les aime sincèrement. Aujourd'hui, après 2 ans d'attente, toujours pas d'argent, pas de toit, pas de droit au travail,
pas de logement, pas de papier. Mais toutes les semaines, une surprise m'attend. 1 ou 2 journées noires par semaine sont gâchées à faire la queue, pressés les uns contre les autres sous la pluie, dans le froid, perdus au milieu de 500 ou 600 personnes dont on ne comprend aucune parole. Après des heures de transport d'une banlieue à l'autre, les intonations, la vivacité du timbre de voix qui trahissent l'irritation viennent me mettre violemment à l'épreuve. Ils m'épuisent nerveusement, au point certaines fois de me donner envie d'en pleurer. Des secondes qui s'étirent comme des heures, en réalité des heures épuisantes et totalement perdues. Lorsqu'enfin on parvint au guichet, un homme assis, les jambes croisées, un verre de café à la main, à qui on commence à présenter l'objet de notre venue, tranquillement il nous répond « C'est pas aujourd'hui, reviens demain ». Cette phrase est une piqûre de scorpion, pire que tout ce qui l'a précédé. Et maintenant, il faut faire le chemin en sens inverse, puis recommencer le lendemain. Pourtant, mes 2 maîtres mots demeurent, patience et courage. Au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil, car j'aime ce pays. Bien que je n'y ai pas de racines, j'aime y vivre. Bien qu'il m'ait donné peine et souffrance, je l'aime de plus en plus. Bien qu'il m'ait fait éprouver du chagrin, je l'aime avec force. Bien qu'il ait jeté du sel sur mes blessures, j'ai envie d'embrasser pas à pas les sables de la Normandie qui a reçu les blessés dans la nuit du débarquement. Bien que j'y ai passé les moments les plus difficiles, j'ai envie d'admirer chaque mur et chaque bâtiment, car ces murs et ces bâtiments m'ont pris dans leurs bras. Je continue à déployer toute mon attention, toute mon énergie, toute ma force, pour que chaque habitant puisse sourire. La France est le pays où, jour et nuit, je fais des brouillons pour construire mon nid. Dans ce pays, le beau temps existe, puis passe, la neige tombe, toute blanche, les oiseaux chantent leur mélodie, les gens se promènent sur les rives de leurs rêves, les couples se trouvent aux terrasses pour se désaltérer et bavarder. Je ne me lasse pas de l'odeur du pain chaud, de la tasse de café accompagnée d'un croissant le matin, des cloches des églises qui rythment les jours, de l'atmosphère feutrée des bibliothèques, inspirée par les souvenirs des plus grands écrivains et philosophes. Dans chaque petite rue où je marche, j'entends le murmure d'Édith Piaf, de Barbara ou de Francis Cabrel. Et d'autres voix inoubliables qui chuchotent à mes oreilles, la voix miraculeuse de Jacques Brel. Venue du Nord et la voix dorée de Georges Brassens, venue du Sud, construisent pour moi une grotte de diamants à l'ombre de laquelle je me sens protégé. Aucun autre pays ne peut sans doute me donner, à l'heure actuelle, une telle jouissance de la vie sur terre que la France. Aucune autre langue ne peut traduire mes sentiments que celle de ce pays, le pays de Pierre Ronsard, Jean de La Fontaine, Paul Éluard, qui me bouleversent par la puissance de leur poésie. Au nord, j'ai bronzé sur la plage à Dunkerque. Au sud, j'ai découvert les vignes, les oliviers et le soleil étincelant à Avignon et à Sète. À l'ouest, j'ai goûté le camembert de Normandie. Au centre, j'ai savouré la douceur du soir dans la campagne autour de Montargis. Mais mon rêve est d'aller aux Marquises pour me rendre sur la tombe du grand Jacques Brel. C'est avec beaucoup de tristesse et d'émotion que je parle de lui. Dès que je l'entends, je sens mon cœur battre. Quelque chose de vif et d'agréable me pénètre. Il avait un amour immense pour les gens, un amour brûlant au fond du cœur. Il voulait simplement écrire et n'avait nullement l'intention de devenir chanteur. Mais aujourd'hui, sa voix extraordinaire agrémente mes journées et accompagne mes nuits de solitude. Même en écrivant ces lignes, j'ai un sentiment étrange. Mes mains tremblent et j'ai les yeux humides. Jacques, je te salue et je t'aime profondément. Tu seras toujours présent dans ma vie. Paris est la ville de l'amour, de la poésie, une ville inspirante, chantante, dansante, dont l'attrait irrésistible fait enjamber les murs.
Je m'en allais les poings dans mes poches crevées. C'est une ville qui me fascine. On ne marche pas, on court, on vole, on rêve, on désire. Lorsque j'entre dans cette ville, sa lumière unique éclate en moi. Je suis séduit par ses monuments, bien sûr, mais j'aime surtout Montmartre avec sa majestueuse basilique, construite au-dessus de la ville. C'est l'un de mes endroits préférés. Dans son cabaret du Lapin Agile, chaque fois que je vais chercher l'inspiration, j'imagine Gérard de Nerval ou Guillaume Apollinaire assis sous un arbre, plume à la main, tandis qu'autour de moi se promenaient des femmes aux longues robes et des hommes en chapeau et cigarettes aux lèvres. Je prends un verre sur une terrasse. Tout mon être est alors plongé dans un sentiment indéfinissable. Et voilà que la mélodie du piano de Boris Vian monte tranquillement de la cité Véron pour calmer mon âme. Quelle belle vie! Plus je passe mon temps dans les plis de sa robe, plus Paris m'est cher. Je l'aime tendrement. Une fois tous les 15 jours, je visite le cimetière du Montparnasse pour saluer Charles Baudelaire, Guy de Maupassant, Marguerite Duras et d'autres artistes qui reposent là. Une seule heure passée dans ces allées suffit à me faire oublier l'ordinaire de la vie quotidienne. Parfois je marche jusqu'à la Seine et autour de Saint-Sulpice, je sens la fumée de la cigarette de Jacques Prévert. Au café de Flore, je vois mon écrivain bien-aimé Albert Camus, assis en terrasse, un journal dans les mains. En passant par la rue de Verneuil, les voix de Serge Gainsbourg et Jeanne Birkin parviennent à mes oreilles. Avant de m'arrêter devant les bouquinistes du quai des Grands Augustins, je croise Georges Sand qui déambule, une fleur rouge dans les cheveux. Et en arrivant au bord de la Seine, la beauté du musée du Louvre et l'horloge du musée d'Orsay me ramènent à la réalité. Je m'assieds pour lire ou écrire quelques minutes. Je fume une cigarette en regardant les petites vagues qui clapotent et m'apaisent, en entendant le cri d'une mouette au-dessus de ma tête. Je traverse ensuite la Seine, fais le tour de la place de l'Hôtel de Ville, et soudain, oh surprise, j'arrive place des Vosges. Là, je vois le grand homme, le père de la littérature française, Victor Hugo. Debout derrière sa fenêtre, il regarde le ciel à la recherche de l'inspiration pour son prochain roman. Après une courte pause en face de l'appartement de Madame Sévigné, je reviens vers le jardin du Luxembourg, j'entends Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre s'exprimer à la Sorbonne. J'admire la grandeur du Panthéon, telle une montagne qui garde en son sein Émile Zola, Jean-Jacques Rousseau et tant d'autres, comme André Malraux dont le front sérieux sur une photo de jeunesse ne cesse de me parler et dont j'aime les discours. La littérature qui n'existait pas dans ma vie est venue rompre ma solitude. Elle me prend par la main pour m'accompagner chaque jour jusqu'à la fin du voyage. Elle me fait plonger dans son univers et je la dévore par les yeux, par les oreilles et même par l'air que je respire. Elle est une fenêtre ouverte sur un paysage magnifique. Elle me fait entendre le matin le chant des tourterelles, sentir à midi la caresse du soleil, voir le soir le scintillement des étoiles. Parfois même je voyage sur les océans, je vole au-dessus des nuages, je traverse les frontières en tournant les pages. La littérature fait partie de ma vie, mais elle me touche profondément lorsque je vois le poème gravé sur la tombe de Louis Aragon et d'Elsa Triolet à Saint-Arnaud en Yvelines, lorsque je visite la chambre de Chateaubriand dans sa maison de la Vallée aux Loups, lorsque je lis du côté de chez Swann du cher Marcel Proust, lorsque je regarde la grande librairie de François Bunel et que je l'entends prononcer des mots comme la puissance, le silence, la patience, avec cette façon si particulière de moduler sa voix en faisant siffler le son S qui leur donne une saveur particulière. Ce sont comme des fruits sucrés, juteux, suaves, qui nous donnent à goûter.
ou encore lorsque j'entends René Frénier raconter comment, grâce à Jean Guionnot, les fontaines, les rivières, les oiseaux, la forêt, sont entrés par les barreaux de sa cellule et lui ont fait découvrir la littérature. C'est Paris qui m'a donné envie d'être. C'est Paris qui m'a donné envie d'écrire, avec ses cimetières, ses richesses, à chaque coin de rue. Paris où l'on peut admirer l'ondulation du drapeau tricolore sous l'Arc de Triomphe, respirer l'air frais au jardin des plantes, se balader sous la pluie, avenue de l'Opéra, prendre un verre au café des éditeurs, carrefour de l'Odéon. Tous ces lieux sont une source d'inspiration pour moi, comme le seront encore ceux qu'il me reste à découvrir et qui me font dire en rêvant que je donnerai toute ma vie pour un seul soir à Paris. Merci beaucoup, Pierre. Et merci beaucoup, Élie. C'était les lettres, c'est les lettres qui ont été faites entre les étudiants du lycée Mermoz à Montsou, qui n'est pas très loin de Paris, et les réponses des jeunes réfugiés à Moria qu'on a eu avec Nathalie. C'est donc des lettres. Voilà. Salut, je m'appelle Priscilla. Je suis élève au lycée Jean Mermoz à Montsou. Je vous envoie cette lettre pour vous dire de croire en vous et dans vos rêves. Sachez que nous sommes avec vous. Pas physiquement, mais mentalement. On est là avec vous. Soyez toujours unis et n'oubliez pas. Croyez en vous et on pense à vous. Avec amour, Priscilla. Bonjour, je m'appelle Ali Raza, je suis iranien, j'ai 16 ans. Je t'aime, je suis heureux d'échanger avec toi. Moi aussi, avant, j'allais à l'école, tous les jours, et j'aimais beaucoup travailler. Merci pour la lettre que tu m'as envoyée. Voilà un petit peu de mon histoire. Ali Raza. Bonjour, je m'appelle Sonia. J'ai 17 ans. J'ai appris que vous étiez dans le mal. Sachez que l'on vous soutient à fond. Surtout, soyez forts et courageux. Avec ma classe, on aimerait bien faire quelque chose pour vous aider. Nous sommes en France. Bonjour, je m'appelle Ali Raza, j'ai 18 ans, je suis iranien. Je suis heureux de recevoir ta lettre, ça me fait vraiment très plaisir. Ici, à Moria, la vie est très difficile, mais je suis fort. Encore merci vraiment beaucoup d'avoir envoyé cette lettre. Dans mon pays, en Iran, la vie était très difficile pour nous. Mon histoire, là-bas, est très dure. Et ici, à Moria, même si la vie est difficile, je suis mieux qu'en Iran. J'espère que je vais pouvoir venir en Europe un jour et avoir une belle vie. J'ai terminé mes études en Iran. J'aimais beaucoup aller à l'école. Merci beaucoup. Je vais apprendre à lire l'anglais ici, à Moria. Merci encore de m'avoir envoyé cette lettre. Cordialement, Ali Raza. Bonjour, moi c'est Maïmouna. J'ai 17 ans. J'habite à Paris. Je suis au lycée. Je vous donne mon soutien. Ne baissez jamais les bras. Croyez en vos rêves. Bonjour, je m'appelle Alicina. J'ai 14 ans. Je suis iranien. Merci beaucoup pour ta lettre. Pour moi, la vie est très dure ici. J'espère que tu vas bien. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je suis content d'avoir reçu ton courrier. Merci beaucoup. Cordialement, Alicina. Bonjour, je m'appelle Nour. J'ai 17 ans. Je suis au lycée Jean Mermoz à Paris. Je vous écris cette lettre pour vous soutenir
parce que ça ne doit pas être facile ce que vous vivez. J'espère que vous êtes tous en bonne santé quand même. C'est heureux. Bisous, bonne continuation. On va s'organiser pour vous aider et venir vous voir. Hello, my name is Hamed, and I'm 14 years old. I'm in Lesbos, in refugee camp. I want to learn French, but it's not people to teach French. I can speak Norwegian because I have been in Norway 5 years. I can't write Farsi, sorry. I hope all the refugees come outside from this situation. I want to say thank you to you, Noor, because you think about refugees. I want from Europe, please help the refugees. Sorry, Noor, I don't write good English. My number, plus 30, 69, 79, 79, 64, 02. Bonjour, je m'appelle Sandrine. Je suis comédienne. J'anime des ateliers de théâtre avec des élèves d'une classe de terminale dans un lycée de Montsou en région parisienne. Lorsque j'ai parlé de votre situation à Moria, ils ont été très émus. Pour commencer, ils ont souhaité vous envoyer des messages de soutien et de réconfort que Catherine et Nathalie vous apportent. J'espère que leurs lettres vous réchaufferont un peu le cœur, que nous pourrons continuer à échanger ensemble et ainsi mieux se connaître. Prenez soin de vous et ne perdez jamais courage. La vie est longue. Cette horrible situation ne durera pas, j'en suis sûre. Je pense fort à vous. À bientôt, Sandrine. Hello, my name is Fatma, and I'm 16 years old. I'm in Lesbos in a refugee camp. The situation here is very, very hard now, and getting harder. There are a lot of people in Moria. There is 20,000 people in a very bad situation. It is a very, very difficult. I want to become doctor in cardiology or psychology. I hope to come to the place I want soon, the country. And I want to continue the school and story. I hope that me and my family get out of this situation very soon. It is very exhausted and not a good situation. I am not going to school now. I hope to see you in future. Maybe we meet each other. We can know each other and become friends. Nice to write to you, Sandrine. Hug and love. Sincerely, Fatma. On a compris votre cri de détresse et avons répondu oui. Nous savons que vous souffrez peut-être et voulons vous dire que nous sommes avec vous par la pensée. Nous aimerons vous aider. Et j'arrive pas à lire. Nous aimerons vous aider par tous les biais. Je n'arrive pas à lire. Sarcelle, Théo. Hello, my friend. My name is Zadna Hamad. I am from Afghanistan. I am 17 years old. Thanks for your letter and your sympathy. I am living in Greece. Greece is not good for immigrants. I hope we can all be saved. Thank you so much. Zadna Hamadi. We are friends. Merci. Aller à Moria avec Nathalie, ça a été quand même, pas parce qu'il y avait Nathalie, mais c'est quand même un moment de vie qui est éprouvant, émotionnellement. Heureusement qu'on était toutes les deux parce qu'on s'est vraiment épaulées, mais c'est vraiment marquant en fait.
vais y arriver. Ben voilà, et du coup, en rentrant, j'ai écrit un texte. Voilà, je vais vous le lire, ce sera plus simple. J'ai vu des hommes robustes et forts, à la chevelure luisante sous le soleil, saluer et sourire. J'ai vu des hommes, l'échine courbée sous le poids d'un fardeau trop lourd, marcher sans broncher. J'ai vu des femmes au sourire étincelant, habillées de couleurs chatoyantes, danser et chanter. J'ai vu des adolescents jouer au ballon, se raser les poils de barbe naissants et s'habiller comme pour sortir en ville. J'ai vu des enfants beaux et radieux, courant après leurs billes ou leurs cerceaux, jouer et rire aux éclats. J'ai vu des maisons oranges, bleues, rouges et vertes, ouvertes et accueillantes. Je les ai vus prier, implorer leur Dieu, croire en l'avenir et garder espoir. Ils étaient tous beaux et dignes. Ils étaient tous beaux et dignes. L'Europe les a parqués dans un camp humiliant, laissant s'entasser les poubelles oubliées depuis longtemps, laissant couper les oliviers devenus le bois salvateur contre le froid, laissant le vent glacial tout emporter, laissant les pluies torrentielles moisir les tentes, laissant la violence pointer son nez à la tombée de la nuit. Le monde les a jetés et enfermés dans une prison à ciel ouvert, laissant les hommes devenir fous d'attente, laissant les femmes pleurer leur espoir perdu, laissant les adolescents sans rêve et les enfants sans avenir, laissant les cabanes s'entourer de barbelés acérés. J'ai vu la vie et le monde les voudrait morts. Samedi 29 février 2020, camp de rétention de Moria, Lesbos, Grèce. Mais j'ai pas fini. J'ai pas fini parce qu'après, en fait, ce camp a brûlé. Et a été tout détruit. C'est les photos qu'on voit là. Et du coup, ça m'a fait écrire un autre texte. Nous avons tous vu les flammes ravageuses lécher et détruire les abris de fortune, laissant 12 000 personnes égarées sur les routes sans eau, sans nourriture. Nous avons tous vu leurs regards effrayés, leur désespoir profond, leurs pleurs et leurs cœurs meurtris, laissant 4 000 enfants sur le bitume, sans rêve d'avenir. Nous avons tous vu l'Europe leur imposer un refuge supposé salvateur, qui n'est qu'un autre enfer en pire, un camp bâti à la hâte sur un terrain militaire, partiellement déminé, un caillou coincé dans une mer où le vent souffle, le souvenir féroce des noyades et chante la mort. Nous avons tous vu l'Europe les loger sous des tentes alignées, où seuls des bâches les séparent des rochers saillants. Sans lit ni couverture, sans eau ni douche, sans chiottes ou si peu, mais entourés de barbelés d'indifférence et de haine. Nous avons tous vu et nous avons oublié notre humanité. Nous avons tous vu et nous nous sommes perdus dans cette honte européenne. Nous avons tous vu que les cicatrices béantes ne se referment plus et que la vie ne tenait plus qu'à un fil.
Nos âmes se sont ratatinées, nos esprits se sont rabougris et nos cœurs ne battent plus la chamade. Nous avons tous vu et demain, nous serons tous morts. Paris, France, Europe, monde, mardi 6 octobre 2020. En fait, j'ai écrit ça aussi pour montrer quelle violence, la violence qui est vraiment... Avec Nathalie, on se demandait tous les jours, mais comment on peut laisser des gens si gentils, si charmants, accueillants? Comment on peut les laisser vivre de cette façon-là? Et après excusez-moi, parce que je suis quand même un peu émue. Comment, déjà le camp où on est allé avec Nathalie était horrible, et il a tout brûlé, et on les remet dans un autre camp qui est encore pire, quoi. Et c'est insupportable. C'est juste insupportable. Et j'ai pas de solution. Si je pouvais accueillir tout le monde chez moi, je le ferais, mais j'ai pas de solution. Et ça devient un problème européen et il n'y a pas tellement... Enfin, on se pose la question de c'est quoi la solution de cette migration qui ne va pas aller non plus en s'arrangeant, puisqu'il va y avoir aussi des migrations climatiques et c'est pas en mettant la poussière sous le tapis qu'on va changer quelque chose. Et on a trouvé, enfin moi j'ai trouvé tellement d'humanité chez tous ces réfugiés face à une Europe qui ne l'est plus.